Pour certains, l'argent est tout. Je m'appelle William Grant, et avec ma femme Cindy et nos jumeaux Mike et Lindy, nous habitons notre ranch depuis que les enfants avaient 15 ans. Cette propriété, que mes grands-parents m'ont léguée, se trouve près de la petite ville de Justin, à environ 80 km de Fort Worth, juste à côté de l'autoroute 20. Cindy et moi nous connaissons depuis longtemps, nous sommes amoureux depuis l'âge de 10 ans, grandissant inséparables jusqu'à ce qu'elle parte à l'université pour étudier l'art et l'histoire. Pendant ce temps, j'ai rejoint l'entreprise de construction de mon père, devenant un homme à tout faire. Notre entreprise travaillait principalement pour les autorités locales, construisant et entretenant des structures publiques comme des écoles et des bibliothèques, ce qui nous assurait une base de travail solide. Nous avons également fait beaucoup de travaux pour la base aérienne voisine. Laissez-moi vous donner un peu plus de contexte sur Cindy et moi. Bien que mes parents n'étaient pas riches, nous vivions confortablement. Papa dirigeait l'entreprise de construction et maman s'occupait de la comptabilité tout en prenant soin de moi et de ma petite sœur Karen. J'ai été un développement tardif, n'atteignant ma taille adulte qu'à l'adolescence. Même alors, je ne mesurais que 1,78 m et pesais 82 kg. Papa craignait que je ne puisse pas diriger efficacement une équipe de construction sans leur respect, d'autant plus que nous employions beaucoup d'anciens détenus. Un jour, il m'a appelé dans son bureau et m'a expliqué que malgré mon travail à temps partiel sur le chantier et mes muscles qui se développaient, l'ouvrier moyen pourrait encore me dominer si j'essayais d'affirmer mon autorité. Sans contrôle sur l'équipe, je lui serais inutile. C'est alors qu'il m'a présenté Patrick, le gestionnaire et l'homme de main de l'entreprise. Patrick, un ancien béret vert, assurait la discipline sur le lieu de travail et avait une façon unique d'expliquer les choses aux fauteurs de troubles derrière la grange. Personne n'argumentait jamais deux fois avec lui. Papa a arrangé pour que Patrick m'enseigne l'autodéfense pendant 1 heure chaque soir, marquant le début d'une longue et éprouvante période d'entraînement. J'ai appris à me battre et à me défendre, et j'ai appris à ignorer la douleur et à continuer de me battre. Cependant, ma mère s'inquiétait pour moi chaque fois que je rentrais à la maison, maudissant chaque lèvre fendue et chaque bleu. Cindy, quant à elle, venait d'une famille aisée qui désapprouvait sincèrement notre amitié et essayait de nous séparer, ce qui bien sûr nous rendait encore plus déterminés à rester amis. Les choses ont changé un soir où Cindy est allée à une fête de fraternité et a trop bu. Je rentrais chez moi après mon dernier cours avec Patrick quand mon téléphone portable a sonné. C'était le numéro de Cindy, alors j'ai répondu, mais ce n'était pas Cindy, c'était une de ses amies, Pam. Bill, peux-tu venir ici le plus vite possible ? Cindy est dans un état second et 2 types essaient de la faire monter dans leur voiture. Je pense qu'ils préparent quelque chose de très grave. J'ai appelé la police du campus mais personne ne répond. Le message passe directement sur le répondeur. Donne-moi l'adresse et j'y serai aussi vite que possible. Ne les laisse pas s'échapper. Elle m'a donné l'adresse et j'étais déterminé. En approchant de l'endroit, j'ai vu une agitation devant l'auberge. L'ami de Cindy se tenait devant la voiture et refusait de bouger. J'ai bloqué leur sortie avec mon camion. J'ai sauté, couru vers la voiture et regardé à l'intérieur. Cindy était allongée sur la banquette arrière. À ce moment-là, les gyrophares de la police du campus se sont allumés. Après avoir recueilli les déclarations, ils ont emmené les 3 athlètes en garde à vue. Pam et moi avons aidé Cindy à monter dans mon camion et nous l'avons ramenée chez elle. Le père de Cindy était furieux que j'ai laissé Cindy se mettre dans un tel état et s'apprêter à me frapper quand Pam s'est interposée et a expliqué ce qui s'était réellement passé. Le père de Cindy s'est immédiatement calmé et s'est excusé. Les parents de Cindy m'ont remercié d'avoir sauvé leur fille. Après cet incident, ma relation avec ses parents s'est nettement améliorée. J'ai même été invité à dîner et présenté à certains de leurs amis comme le sauveur de Cindy. Cindy et moi avons commencé à sortir sérieusement ensemble et 6 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage. L'année suivante, nous nous sommes mariés. Cindy était la femme parfaite pour moi, sauf que dans un domaine nous n'avions jamais assez d'argent. Elle venait d'un milieu aisé et bien sûr, tous ses amis avaient de l'argent, mais nous vivions avec ce que je gagnais. Je rénovais lentement la maison, mais pas assez vite pour Cindy. En fait, le plus grand défaut de Cindy était qu'elle comparait toujours notre style de vie à celui de ses amis riches. Elle voulait la voiture de l'année, de nouveaux meubles, des chaussures et des vêtements. Nous avions des disputes interminables à propos de l'argent, pourquoi mon père ne me payait pas plus et quand la maison serait terminée.
Cindy sortait souvent avec ses amis riches. J'ai été invité quelques fois, mais ils se vantaient d'être plus riches que nous, alors j'ai arrêté d'y aller. Cela me convenait assez bien et me permettait de continuer à travailler autour de la maison. Bien que je travaillais pour l'entreprise de construction de mon père, ma première passion était l'ingénierie. J'ai toujours aimé démonter les choses, essayer de comprendre comment elles fonctionnent et comment les améliorer. Alors je suis retourné à l'université, enfin au collège communautaire, prenant des cours du soir et j'ai fini par obtenir un diplôme en génie mécanique. Je suis resté dans l'entreprise de mon père mais j'ai construit un petit atelier à côté de la maison, acheté un tour d'occasion, une perceuse à colonne et une fraiseuse. Cela s'est avéré utile quand l'une de nos machines de battage est tombée en panne et que nous avons découvert que les pièces n'étaient plus disponibles en raison de son âge. Je l'ai démonté et j'ai fabriqué les pièces avec quelques innovations personnelles. Le truc fonctionnait mieux que jamais et papa m'a donné une prime. J'ai passé du temps dans mon atelier à améliorer une pompe diesel pour laquelle j'avais déposé un brevet, qui a été accepté en attente de brevet. Au cours des années suivantes, j'ai conçu et construit plusieurs autres innovations, principalement des injecteurs et des pompes, qui ont toutes été acceptées en attente de brevet. Quand les enfants sont nés, Cindy est devenue femme au foyer. Elle était une mère formidable et une épouse aimante, le sexe était fantastique. Cela a continué jusqu'à ce que les enfants aillent à l'école et que Cindy s'ennuie. Un soir, après que les enfants soient allés au lit, Cindy s'est assise sur mes genoux. Bill, maintenant que les enfants sont à l'école, je pensais à prendre un emploi d'enseignante d'art et d'histoire à l'école locale et l'argent supplémentaire serait utile. D'où ça sort ? J'ai parlé à une des mères dont le mari est le directeur et elle a dit qu'ils ont besoin d'un professeur d'histoire puisque l'actuelle est enceinte et partira bientôt. On pourrait dépenser l'argent supplémentaire pour rénover la maison. Cela semblait être une bonne idée et en prime, cela signifiait qu'elle aurait moins de temps libre à passer avec ses amis riches et fainéants, alors j'ai accepté. Tout s'est bien passé pendant les 10 années suivantes. Cindy emmenait les enfants à l'école et commençait le travail, et à la fin de la journée, elle les ramenait à la maison et commençait à préparer le dîner. Je rentrais environ 1 heure plus tard, mangeais, faisais quelques tâches ménagères, regardais la télé avec ma famille et allais me coucher. Le sexe était réduit à 1 ou 2 fois par semaine, généralement le week-end. Je ne m'en souciais pas vraiment parce que j'étais généralement fatigué après une journée de travail, tout comme Cindy. Cependant, il y avait toujours une partie de Cindy qui voulait plus. J'ai presque fini de rénover la maison. Elle est passée d'un simple ranch d'un étage à 3 chambres à un ranch de 2 étages à 5 chambres. Maintenant, je construis une piscine. Un soir, après que les enfants soient allés au lit, Cindy s'est assise sur mes genoux et tout comme avant, elle voulait quelque chose. Elle avait vu une annonce dans le journal local pour un poste de directrice de galerie d'art avec un salaire presque double de son salaire actuel et voulait postuler. Je savais que l'art était son premier amour, alors j'ai accepté. Elle a postulé, a passé un entretien et a attendu. Je suis rentré du travail et dès que j'ai franchi la porte, Cindy s'est précipitée vers moi en criant « Je l'ai eu, je l'ai eu ». Ayant du mal à rester debout, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu as eu ?» Le poste, idiot, je suis la nouvelle directrice de la galerie d'art qui est en construction sur Main Street. J'étais heureux pour elle, bien sûr, et nous sommes allés dîner pour célébrer. Cindy devait aller à Dallas pour un stage de formation de 2 semaines avant d'accepter son nouveau poste. Comme c'était une nouvelle galerie, Cindy était responsable de la conception de toutes les expositions avec 2 membres du personnel. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré le propriétaire, Paul Gaudier, qui possède plus d'une centaine de ces galeries aux États-Unis et en Europe et est considéré comme milliardaire, et qu'il était prévu qu'il assiste à l'inauguration samedi. Le samedi est arrivé, j'étais habillé de mon seul costume, mais je pensais avoir fière allure, j'attendais en bas des escaliers que Cindy descende. Je l'ai regardée et j'ai failli m'étouffer. Elle portait une robe de cocktail avec un décolleté trop plongeant et une fente latérale qui montrait trop de cuisses. Waouh, Cindy, tu es superbe, mais tu montres trop de chair à mon goût. Où et quand as-tu acheté cette robe? Je ne l'ai jamais vue avant. Je sais, chérie, c'est Paul qui me l'a achetée. Il a dit que je devais être belle pour l'ouverture. Tu l'aimes? Oui, je l'aime bien, mais elle te fait ressembler à une femme de petite vertu. Et depuis quand vas-tu faire du shopping avec un autre homme sans le dire à ton mari? Il a probablement choisi tes sous-vêtements aussi. En fait, oui, tu les aimes? Et elle a soulevé sa robe pour révéler une culotte plus petite qu'un mouchoir d'enfant.
J'étais furieux et je le lui ai fait savoir. Retourne dans la chambre et mets une culotte normale ou nous n'irons nulle part. Elle est retournée bruyamment dans la chambre et est réapparue 2 minutes plus tard, soulevant sa robe pour montrer une autre culotte légèrement plus grande que la précédente. Satisfaite, elle m'a crié dessus, puis est passée devant moi et est montée dans sa voiture. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Monte. Cindy nous a conduits à la galerie, sauf que c'était sa voiture. Je n'aimais pas la conduire car elle me rappelait une petite voiture jouet. Je préférais mon pick-up. Nous sommes arrivés à la galerie en avance pour qu'elle puisse accueillir les invités à leur arrivée. En entrant, j'ai vu un homme grand, beau et d'âge moyen qui nous attendait et s'est présenté. Bill, voici Paul, mon patron. Nous nous sommes serrés la main et puis, à ma grande stupéfaction, Cindy m'a quitté et s'est placée à côté de Paul, qui l'a immédiatement prise dans ses bras. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Cindy fut appelée pour expliquer quelque chose à l'une de ses assistantes, mais j'étais furieux. À ce moment-là, un homme à l'air plutôt désagréable s'approcha pour parler à Paul, qui me le présenta comme son garde du corps Max. Au fil de la soirée, je voyais Cindy de moins en moins, et quand je réalisai que j'étais assis seul depuis plus d'une heure, je partis à sa recherche. Elle était debout, parlant à un couple du tableau et faisant des gestes vers la toile, mais ce qui m'exaspéra fut de voir Paul à côté d'elle, une main sur son épaule, comme s'ils formaient un couple. Je m'approchai de Cindy et retirai sa main de son épaule, en disant « Ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas, mon garçon ». Il me regarda et se contenta de sourire, puis s'éloigna. Cindy se tourna vers moi et cria presque « Comment oses-tu m'humilier ainsi? Nous étions juste en train de parler. » Vous étiez peut-être en train de parler, mais lui te pelotait. Ne sois pas ridicule et arrête d'agir comme un écolier capricieux, je ne suis plus une gamine de 18 ans et je n'ai pas besoin de ta protection. Dès qu'elle eut dit cela, elle réalisa qu'elle était allée trop loin, mais elle ne recula pas. Bien qu'elle sût qu'elle avait tort. Eh bien, dans ce cas, puisque tu m'ignores toute la soirée, je rentre à la maison, à plus tard. Sur ce, je partis et pris un taxi pour rentrer. Cindy rentra un peu après minuit et j'étais déjà au lit, feignant de dormir. Le lendemain matin, un ressentiment silencieux m'attendait. Au diable tout ça, j'allais pêcher et passer une journée relaxante. À mon retour, elle n'était pas là, elle avait pris les enfants chez leurs grands-parents et ne revint qu'après 20 heures. Nous avons dîné chez maman, j'espère que tu t'es préparé quelque chose, je vais prendre une douche et me coucher tôt. Elle monta à l'étage et j'entendis le bruit de l'eau. Je dis aux enfants de se préparer pour le lit car c'était jour d'école le lendemain. Les 2 semaines suivantes ne furent pas meilleures, peu de conversation et certainement pas de sexe. Le 3e samedi, Cindy rentra et dit qu'elle voulait me parler. « Écoute, Bill, je sais que tu étais en colère contre moi pour la façon dont j'ai agi lors du vernissage, mais ce n'était pas nécessaire et Paul veut se faire pardonner. Il nous a invités à passer le week-end dans sa maison au bord du lac, il y aura 2 autres couples et nous pourrions faire un barbecue et aller sur son bateau. Tu pourrais même aller pêcher, qu'en penses-tu? » Je vis que c'était important pour elle, alors j'acceptais. Le samedi suivant, nous avons laissé les enfants chez mes parents et avons pris le pick-up pour aller chez lui. Le mot « chalet » semblait à peine approprié pour cette propriété de 5 pièces au bord du lac, sans un seul voisin en vue, et j'ai appris qu'il n'y avait pas de service de téléphonie mobile, seulement une ligne fixe et un service Internet RNIS dédié. Il y avait 3 autres voitures garées dehors, toutes 4x4, car les 2 derniers kilomètres depuis la route principale étaient assez difficiles. Nous avons été accueillis à la porte par Paul, Max et 2 autres couples, Tom et Margaret, et Phil et Suzanne. Nous nous sommes dit bonjour, nous nous sommes serrés la main et j'ai remarqué que les autres couples évitaient de me regarder dans les yeux. Cela m'a alerté et j'ai senti que quelque chose n'allait pas ici. Après un barbecue l'après-midi, Tom et Phil ont dit qu'ils allaient pêcher et m'ont demandé si je voulais les rejoindre. Cindy a dit que ça ne la dérangeait pas, alors je suis parti avec eux. Nous avons sorti le bateau sur le lac, arrêté le moteur et commencé à pêcher. Quelques heures sont passées et j'ai dit qu'il était temps pour nous de rentrer. Tom et Phil semblaient un peu gênés mais ont accepté. Quand nous sommes revenus au quai, j'ai remarqué que Cindy, Paul et Max n'étaient nulle part en vue, seules Margaret et Suzanne étaient assises en train de lire. Une fois le bateau amarré, je me suis approché des épouses et leur ai demandé où Cindy était allée, elles n'ont pas levé les yeux et ont simplement dit qu'elle était partie se promener avec Paul.
J'ai demandé dans quelle direction et Suzanne a pointé vers la droite. J'étais furieux, mais au lieu de marcher le long du sentier, j'ai marché dans la direction opposée pour confondre d'éventuels observateurs et après un moment, j'ai marché parallèlement au sentier à un rythme soutenu. Environ 800 mètres plus loin, j'ai vu Max assis sur un tronc en train de fumer. Il ne m'a pas remarqué, alors j'ai continué à marcher. Après une centaine de mètres de plus, j'ai entendu des voix. Je me suis faufilé vers la source des sons et j'ai vu que Paul et ma femme faisaient l'amour. J'ai sorti mon téléphone, pris quelques photos et une courte vidéo. Mon mariage était détruit, mais la vengeance ne faisait que commencer. Je suis retourné à la maison et suis allé dans notre chambre pour réfléchir. 1 heure plus tard, j'ai entendu la voix de Cindy et elle est entrée dans la chambre. « Salut Bill, tu es rentré tôt? Je ne t'attendais pas avant la nuit tombée, comment ça s'est passé? » « Pas vraiment, mais j'ai vu un cerf et une biche, c'était intéressant. Quand nous sommes revenus, j'ai décidé de te rejoindre pour une promenade, mais apparemment je t'ai manqué. Comment était ta promenade? » Cindy n'a pas répondu mais a eu l'air coupable, puis est allée dans la salle à manger, je l'ai suivie. Nous nous sommes tous assis pour dîner, préparé par Margaret et Suzanne. Pendant le dîner, j'ai remarqué que les autres couples évitaient de croiser mon regard et chaque fois que je regardais Max ou Paul, ils souriaient d'un air narquois. J'ai réalisé que quelque chose allait se passer cette nuit-là. Après le dîner, pendant que les femmes débarrassaient, j'ai regardé autour de moi et réalisé que si je m'asseyais dos à la porte d'entrée, je pourrais voir ce qui se passait derrière moi dans le reflet de la vitrine en face. J'ai également mis le téléphone dans la poche de ma chemise et activé l'enregistrement, sentant que j'aurais peut-être besoin de cela comme preuve plus tard. Au bout d'un moment, nous nous sommes tous assis à table sauf Max qui s'est installé derrière moi et à ma gauche, mais je le voyais dans le reflet. Cindy s'est levée et a annoncé qu'il était l'heure d'aller au lit et qu'elle passerait la nuit avec Paul. Je suis resté là et me suis demandé, qui est cette femme? Alors c'est pour ça que vous nous avez invités ici, pour séduire ma femme et me piétiner. Tom a répondu à la place de Paul, écoute Bill, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Paul a cette bizarrerie, il aime séduire les femmes mariées devant leur mari, il prend du plaisir à savoir que le mari est dans la pièce d'à côté. Ensuite, il devient un bon ami et vous aide du mieux qu'il peut, et toi et Cindy pouvez continuer comme si de rien n'était. S'il te plaît, ne fais pas de scène où Max te battra. Je l'ai vu faire ça à des maris qu'il n'aimait pas. Dis-moi Tom, a-t-il fait ça avec toi et Phil? Ils ont baissé la tête et les deux femmes ont eu l'air coupables. Eh bien, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, et vous lui parlez encore, vous devriez avoir honte. Cindy, Bill, ne te comporte pas comme un écolier boudeur, c'est seulement pour une nuit et en plus, Paul a versé 200 000 $ sur notre compte joint pour ce privilège. Pourquoi Cindy, pourquoi fais-tu cela en sachant que je divorcerai dès que nous rentrerons à la maison? Tout d'abord Bill, tu ne peux pas te permettre un divorce. Je prendrai ton entreprise, ton fonds de pension, ta maison et la moitié de nos économies. De plus, je monterai nos enfants contre toi et tu devras payer la pension alimentaire pendant que je coucherai avec qui je veux à tes frais. Et pourquoi? Regarde Paul, il est réussi, grand, large d'épaules, beau. Quelle femme ne voudrait pas passer la nuit avec lui? Ce n'est en réalité qu'une ordure qui séduit des femmes mariées pour humilier leur mari, c'est de ça qu'il tire son plaisir, il est plus bas que terre. Pendant que je parlais, j'observais Max dans le reflet de l'armoire. Il s'est déplacé pour se tenir derrière moi et quand j'ai fini de parler, il a brandi son arme. Je l'ai désarmé. Quand j'ai regardé à nouveau les autres, j'ai vu 6 visages choqués. Alors voilà ton garde du corps, Paul. J'ai pointé l'arme sur Paul. J'ai remarqué une tache sombre qui s'étendait sur le pantalon de Paul. Oh, regardez, le mâle s'est mouillé. Qui est le mâle maintenant? J'ai armé le pistolet. Je t'ai posé une putain de question, connard. S'il te plaît, ne me tire pas dessus, je suis désolé, il n'y a pas de mal. Ferme ta gueule. Tom, va à mon camion, dans la boîte derrière la cabine tu trouveras un sac à cordon, apporte-le. Tom est revenu quelques minutes plus tard et j'ai attaché les mains et les pieds de Max avant de le mettre dans un coin. D'accord. Jouons à vérité ou mort. Je pose des questions et si tu dis la vérité, tu vivras. Toi d'abord Paul, quand as-tu couché avec ma femme pour la première fois? Paul m'a regardé et semblait sur le point de pleurer, mais ensuite il a souri et dit, le soir de la première, après que tout le monde soit parti. Combien de fois depuis, y compris le sexe dans les bois cet après-midi?
J'ai couché avec elle presque tous les jours depuis 3 semaines. Margaret, combien de fois as-tu couché avec Paul après qu'il ait humilié ton mari? Elle a juste regardé le sol et gigoté des jambes. Bon, Paul, combien de fois as-tu couché avec Margaret et Suzanne? Chaque fois que j'allais à leur galerie, parfois je laissais Max coucher avec elle. J'ai entendu du mouvement quand je me suis tourné vers Phil et j'ai vu Suzanne. Cette salope m'a dit que c'était juste une fois. Et sur ce, il est entré dans sa chambre en claquant la porte. J'ai regardé Tom qui regardait sa femme avec dégoût. Espèce de salaud, on pensait que tu étais notre ami. Eh bien, tu peux la prendre. Je ne veux plus la voir. J'ai regardé Paul et Cindy. Eh bien Cindy, ma femme infidèle, tu es maintenant une femme de petite vertu. Comment te sens-tu? Quoi? Je ne suis pas une femme de petite vertu. Pourquoi dis-tu ça? Paul t'a donné 200 000 $ pour coucher avec lui toute la nuit. C'est de l'argent pour du sexe, ce qui est la définition d'une prostituée. Félicitations, tu as réussi. Maintenant que tu as été payé, va dans la chambre et gagne ton argent. Allez-y tous les deux, profitez-en. Parce que demain matin, Cindy, tu devras trouver un nouveau endroit où vivre. Ne sois pas si suffisant, Paul. Quand Tom et Phil réaliseront que tu n'as aucune défense, je ne voudrais pas être à ta place. Maintenant que c'est réglé, je vais rentrer chez moi et faire mes bagages. Au revoir Cindy et bonne chance. Cindy, attends. Bill, et moi. Comment vais-je rentrer? S'il te plaît, ne me laisse pas. J'ai fait une erreur. On ne peut pas au moins en parler? Une erreur, c'est quand tu règles le four trop haut et que tu brûles ton dîner. Ce que tu as fait était intentionnel. Tu étais bien contente de me voir me faire tabasser par Max pour pouvoir coucher avec ce salaud et m'humilier au passage. Comment as-tu réussi ça? Au fait, j'ai filmé tout ça et je vais l'envoyer à tous tes amis et ta famille. Passe une bonne journée et va pourrir en enfer, espèce de merde. Je les ai laissés là, debout dans une flaque de son urine, et je suis allé à mon camion, j'ai pris mon couteau de poche dans la boîte à gants et j'ai coupé les valves de toutes les voitures. Ensuite, j'ai démonté l'arme en ses différentes parties et je les ai jetées dans le lac. Puis j'ai coupé la ligne fixe et la ligne ISDN pour qu'ils ne puissent pas appeler à l'aide et soient obligés de marcher 2 miles jusqu'à la route principale, et au cas où ils auraient un autre moyen d'obtenir de l'aide en utilisant un bateau, j'ai cassé la clé dans le contact. Je suis monté dans le camion et j'ai pris la route principale pour rentrer chez moi. Dès que j'ai eu du réseau sur mon portable, j'ai appelé mes parents et leur ai demandé de préparer les enfants à partir. Quand ils ont demandé pourquoi, je leur ai raconté la version courte. Lorsque ma mère m'a demandé si je pouvais pardonner à Cindy pour le bien des enfants, je leur ai envoyé les notes que j'avais prises. Mes parents ont été choqués par l'ampleur de la trahison de Cindy et ont accepté de m'aider de toutes les façons possibles. Ensuite, j'ai appelé mon ami Frank, qui possède un concessionnaire de voitures d'occasion, et lui ai demandé de me retrouver chez moi avec une remorque. Nous sommes arrivés presque en même temps et je lui ai expliqué ce que je voulais et pourquoi. Il a insisté pour voir les vidéos et m'a demandé une copie pour la montrer à sa femme Norma, la meilleure amie de Cindy, ce que j'ai bien sûr accepté. J'ai demandé à Frank de retirer toutes les affaires de Cindy, de les mettre dans des sacs poubelles dans sa voiture et de déplacer la voiture loin de la maison. À ce moment-là, j'ai rassemblé toutes mes affaires et celles des enfants et je les ai chargées dans mon camion. J'ai retiré le disque dur de mon ordinateur de bureau et vidé le coffre-fort et l'armoire à fusil. Tous mes outils et équipements ont été chargés dans la remorque de Frank pour être entreposés. J'ai passé la demi-heure suivante à régler nos finances. J'ai pris toutes nos économies communes, ne laissant que les 200 000 $ que Cindy avait gagnés avec son corps. J'ai payé les cartes de crédit et les ai annulées, ne lui laissant qu'un compte courant et une carte de débit. Je suis également allé sur le site web de la Poste et j'ai fait suivre tout le courrier à l'adresse de mes parents. J'ai fait un dernier tour de la maison puis j'y ai mis le feu. La maison n'était pas visible depuis la ville, donc personne n'appellerait les pompiers. Au matin, il ne resterait plus qu'un tas de cendres. Essaie d'y vivre maintenant, traîtresse. J'ai ensuite envoyé à tous les contacts de sa liste sur son ordinateur portable et appelé la vidéo que j'avais prise avec une note disant « Voilà pourquoi je suis parti, Cindy. » Il y a quelques jours, j'ai vu la caravane de Frank sur le terrain et lui ai demandé si elle était toujours à vendre et si je pouvais l'acheter. Il a accepté et nous nous sommes dirigés vers son garage. Il m'a fait une offre particulièrement intéressante pour mon vieux camion et a accepté de le garder hors de vue, car la police rechercherait le camion et non mon nouveau camping-car.
Frank m'a également proposé d'acheter une remorque et une vieille Jeep Wrangler pour que je puisse garer le camping-car et avoir un moyen de transport. Je trouvais que c'était une excellente idée mais je n'en avais pas encore les moyens. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'on trouverait une solution plus tard. Nous avons déménagé toutes mes affaires du camion au camping-car. J'ai dit au revoir et je suis allé chez mes parents. À mon arrivée, papa est sorti pour examiner le véhicule que je conduisais et m'a regardé avec surprise. J'ai expliqué que j'avais besoin d'une longueur d'avance pour que ma femme ne puisse pas m'enlever les enfants. Je les appelle enfants mais en réalité ils ont presque 16 ans. Je suis entré dans la maison, je me suis assis avec les enfants et j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Ils voulaient tous les deux que Cindy et moi soyons ensemble et ont commencé à pleurer. J'ai expliqué que nous ne nous remettrions jamais ensemble mais que je leur laisserais le choix de la personne avec qui ils voulaient rester. À contre-cœur, je leur ai montré les images de leur mère et de Paul m'humiliant et de Cindy menaçant de les monter contre moi. Après beaucoup de larmes, ils ont tous deux voulu rester avec moi. Nous avons chargé le reste de leurs affaires dans le camping-car, dit au revoir à nos parents et sommes partis vers une destination inconnue. Je voulais quitter l'État le plus vite possible et aller le plus loin possible avant que Cindy ne puisse envoyer la police à mes trousses. J'ai conduit toute la nuit, ne m'arrêtant que pour faire le plein d'essence et des courses. Une fois la frontière de l'État franchie, j'ai continué à conduire pendant encore quelques heures à la recherche d'un camping. J'étais sur le point de m'endormir quand j'ai vu le panneau indiquant « camping ici ». J'ai tourné trop vite et j'ai failli renverser la remorque. Cela m'a réveillé et j'ai conduit les 2 miles suivants jusqu'au camping. Je me suis garé sur un parking presque vide, je suis allé jusqu'au lit simple et je me suis effondré, m'endormant dès que ma tête a touché l'oreiller. Cindy. Après le départ de Bill, j'ai regardé Paul différemment. J'ai regardé la flaque d'urine dans laquelle il se tenait et n'ai ressenti que du dégoût. Qu'avais-je donc fait? Bill avait toujours été gentil avec moi. C'était un amant attentionné et prévenant, et je n'avais rien à lui reprocher. C'était un père fantastique, en fait il était meilleur père que je n'étais mère. Il faisait tout pour les enfants, les aider à faire leurs devoirs, assister à leurs événements sportifs et passer les week-ends avec eux puisque j'étais toujours trop occupé. Alors pourquoi ai-je tout gâché pour Paul et du sexe de seconde zone? Je n'allais pas passer la nuit avec Paul, mais il ne récupérerait pas son argent, je l'avais déjà gagné. Maintenant, je dois essayer de réparer notre mariage. J'ai utilisé les enfants comme des armes pour récupérer Bill. Le matin, nous nous sommes tous habillés et préparés à rentrer chez nous. Quand Phil est allé mettre ses sacs dans la voiture, il est revenu nous dire que tous les pneus étaient à plat. Nous avons essayé le téléphone fixe mais sans succès, Lisden avait aussi disparu et il n'y avait pas de réception sur aucune des caméras. Je ne trouvais même pas la mienne, Bill avait dû la prendre. Phil et Tom ont décidé de monter jusqu'à la route principale et d'essayer de faire du stop pour aller en ville. Cela nous a laissé Paul, Margaret, Suzanne, Max et moi seuls dans la cabane. Après ce qui semblait une éternité, un camion de dépannage est arrivé avec Phil et Tom pour réparer les voitures. Il nous a fallu un moment pour reprendre la route. J'ai demandé à Tom de me ramener et il a accepté de me reconduire chez moi car je ne voulais pas conduire la voiture de Paul, ce qui aurait rendu Bill très en colère. Quand nous sommes arrivés à la fin du trajet, j'ai éclaté en sanglots. Notre maison n'était plus qu'un tas de bûches fumantes. Je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers ce qui restait de notre maison, c'est alors que j'ai remarqué que ma voiture était garée à une distance sûre de la maison. Je me suis approché de ma voiture et j'ai vu ce que je supposais être mes affaires sur la banquette arrière, emballées dans des sacs poubelles. Les clés étaient sur le contact et la voiture a démarré immédiatement. J'ai remercié Tom de m'avoir ramené et ils sont partis. J'ai conduit jusqu'en ville et me suis arrêté à une station-service pour acheter un téléphone bon marché, mais quand j'ai voulu payer, on m'a dit que ma carte de crédit ne fonctionnait plus, alors j'ai essayé ma carte de débit et elle a fonctionné sans problème. J'ai essayé d'appeler Bill mais on m'a dit que c'était un numéro bloqué. Puis j'ai appelé les parents de Bill et sa mère a répondu « Salut Grace, c'est Cindy. Avez-vous vu Bill? Nous nous sommes disputés, il s'est enfui et ne répond pas à mes appels. Oui Cindy, il nous a dit ce que tu as fait et nous a montré la vidéo, nous sommes très déçus de toi alors ne nous rappelle plus. » Et puis elle a raccroché. J'ai essayé d'appeler Norma, elle a répondu à la 4e sonnerie. Salut Norma, c'est Cindy, as-tu vu Bill? Nous nous sommes disputés et il est parti. Pas étonnant, vu ce que tu lui as fait, ne sois pas surprise, j'ai vu la vidéo.
Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça et de penser que Bill l'accepterait? Tous ceux que tu appelleras sauront ce que tu as fait parce que Bill a envoyé la vidéo à tous ceux que tu connais, y compris tes parents, alors n'attends aucune sympathie de leur part. Tu te rends compte que ton mariage est terminé et que tu ne reverras peut-être jamais tes enfants, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Bill a pris les enfants et est parti, et je n'ai aucune idée d'où il est allé, alors ne me le demande pas. Maintenant, si tu n'as plus rien à dire, j'ai ma famille à m'occuper, au revoir. Je suis restée assise, sous le choc, et j'ai évalué ma situation. Je n'avais plus de maison, plus de mari, plus d'enfants, plus d'amis, et ma famille ne voudrait probablement plus me parler. Puis je me suis souvenu que ma carte de crédit ne fonctionnait plus, j'ai frénétiquement allumé mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire. Tout ce que j'avais, c'était les 200 000 $ que Paul avait payés la veille et quelques centaines de dollars sur mon compte courant. J'ai rapidement transféré les 200 000 $ sur mon compte courant. Maintenant que j'avais assez d'argent pour l'avenir prévisible, je me suis inscrite dans un hôtel sans parler et j'ai payé pour quelques nuits d'hébergement. Je me suis assise sur le lit, je me suis regardée dans le miroir de la coiffeuse et j'ai pleuré, je ne me suis jamais sentie aussi seule et effrayée de ma vie. Bill, j'ai été réveillée par mes enfants qui avaient besoin d'être nourris. Je suis allée au magasin du camping, j'ai payé 2 jours de stationnement et j'ai acheté quelques provisions. Quand je suis revenue au van, l'eau des enfants bouillait, alors j'ai fait du café et préparé le petit déjeuner pour moi et les enfants. Des Cheerios, des gaufres avec du sirop de lait pour les enfants et un café fort pour moi. Après le petit déjeuner, je me sentais beaucoup mieux, mais je regrettais toujours la fin de mon mariage. Je ne pouvais rien faire concernant le divorce le dimanche, mais je devais rencontrer un avocat lundi. Lundi matin, j'ai appelé mon avocat, Gary Fuller, et j'ai pris rendez-vous pour cet après-midi-là. J'ai nourri les enfants, déchargé la Jeep et nous sommes allés chez mes parents. Je leur ai expliqué que je devais rencontrer un avocat cet après-midi et leur ai demandé s'ils pouvaient s'occuper des enfants, ce qu'ils ont bien sûr accepté avec joie. Je suis arrivé au bureau de Gary à 15 h et lui ai expliqué les circonstances et les démarches financières que j'avais entreprises. Il a dit que j'avais bien fait de me protéger et de laisser 200 000 $ sur son compte, me distançant ainsi de l'argent. Ensuite, la conversation s'est déroulée à peu près comme ceci. Bill, êtes-vous sûr de vouloir divorcer car vous pourriez perdre vos enfants? De plus, il est dans votre intérêt que les enfants communiquent régulièrement avec leur mère pour démontrer votre bonne foi. Laissez-moi m'en inquiéter et ne posez pas de questions dont vous ne voulez pas connaître les réponses. Je veux lui faire aussi mal qu'elle m'a fait mal. Alors allez-y à fond, je veux une terre brûlée, et pareil pour Godier, frappez-le avec tout ce que vous pouvez imaginer. Oh, et au fait, elle admet sur vidéo qu'elle a été payée 200 000 $ pour avoir des relations sexuelles avec lui. Alors que diriez-vous d'en parler à votre ami, le procureur, et de la faire arrêter pour avoir eu des relations sexuelles contre de l'argent? C'est dégoûtant. J'aime ça, je vais passer le mot. Ça peut être coûteux. Vous êtes sûr? L'argent n'est pas un problème. Mes parents ont dit qu'ils garantiraient le paiement pour que vous soyez assuré. D'accord Bill, quand voulez-vous qu'elle soit servie? Il y a une journée portes ouvertes à la galerie jeudi et ce sera un bon moment, de préférence quand elle sera bondée de tous ces salauds prétentieux. Oui, je peux l'organiser. Je pourrais aussi attaquer Godier pour aliénation d'affection et non-respect des clauses morales de l'entreprise stipulées dans le contrat de votre femme. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais ça les mettra dans une position délicate devant les invités. Ça semble parfait, faites-le. Comment puis-je rester en contact? Pour les instructions ou une conversation privée, je vous donnerai mon email et mes informations Facebook. Si vous avez des documents, envoyez-les simplement à mes parents et ils s'assureront qu'ils me parviennent. J'ai quitté le bureau de Gary avec le sentiment d'avoir enfin obtenu ma vengeance. Quand je suis arrivé chez mes parents pour récupérer les enfants, ma mère nous a demandé de rester la nuit car c'était une longue route jusqu'au camp. J'ai accepté et nous avons eu un merveilleux repas fait maison, sommes partis tôt et ne sommes rentrés qu'après la tombée de la nuit. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, j'ai dit aux enfants d'appeler leur mère pour lui faire savoir qu'ils allaient bien. Ils l'ont appelée sur leur réseau social et elle a répondu immédiatement. « Salut les enfants, comment allez-vous? Et papa? Salut maman, oui, mais il ne veut pas te parler, on t'appelle juste pour te dire qu'on va bien. Merci les gars, c'est super d'avoir de vos nouvelles à tous les deux. Où êtes-vous? Je ne sais pas vraiment pourquoi tu demandes, tu ne t'es jamais soucié d'où nous étions avant tant que nous n'étions pas dans tes pattes.
Chérie, ce n'est pas vrai. Je vous ai toujours aimé, même si je ne l'ai pas toujours montré. Et alors si tu nous aimes, mais qu'on ne le voit pas? Pour nous, tu nous as abandonnés tout comme tu as abandonné papa. Bon, on a fait ce que papa a dit et on t'a appelé, alors au revoir maman. Cindy s'est assise et a pleuré. Sa vie parfaite venait de s'effondrer à cause de son désir d'en avoir plus. Lundi. Cindy est allée travailler comme d'habitude et a ouvert la galerie, tout s'est passé normalement. Elle s'attendait à moitié à ce que Paul passe pour un rapport sexuel décontracté à l'heure du déjeuner et se demandait comment il la traiterait après samedi. Quand Paul ne s'est pas présenté, elle a appelé son portable mais n'a pas eu de réponse, alors elle a continué à se préparer pour jeudi. Elle a essayé d'appeler Bill plusieurs fois sans succès, alors elle a continué à agir comme si rien ne s'était passé. Elle est allée à la banque l'après-midi pour demander une nouvelle carte de crédit et ouvrir un nouveau compte, y transférant la moitié des 200 000 $. Elle a ensuite commencé à chercher un endroit où rester car elle ne pouvait pas rester indéfiniment dans un motel. Elle a pris plusieurs rendez-vous pour visiter des propriétés à louer le lendemain, puis est retournée à son motel. Mardi. Bill. Nous nous sommes réveillés tôt, avons pris le petit déjeuner et avons pris la route. J'ai appelé un de mes employés qui avait été emprisonné pour falsification de documents et lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui pourrait nous faire de faux passeports, et il a dit qu'il me recontacterait. Je me dirigeais vers le Canada où j'avais une tante qui, je le savais, nous accueillerait pendant quelques semaines pendant que je cherchais un endroit où vivre. Cindy. Cindy a visité plusieurs propriétés et a finalement opté pour un appartement de 2 chambres à côté de la galerie. Elle devait emménager mercredi, il lui restait donc une nuit de plus au motel. Elle a appelé Paul pour voir s'il viendrait à la soirée d'ouverture jeudi et il a confirmé qu'il serait là. Quand elle lui a demandé comment il se sentait, il a dit qu'il allait lentement mieux. Quand elle a demandé des nouvelles de Max, il a dit qu'il était toujours à l'hôpital mais qu'il sortirait bientôt. Cindy a ensuite contacté un avocat pour essayer de faire parler Bill et ramener les enfants à la maison, et a fixé un rendez-vous pour mercredi. Mercredi. Cindy est allée rencontrer un avocat et a expliqué sa situation et ce qu'elle voulait. Il a demandé quelles preuves Bill avait de son infidélité et elle a admis l'avoir fait. Elle a ensuite demandé au sujet des enfants et il a expliqué que je n'avais pas enfreint la loi puisque nous étions toujours mariés, mais qu'une fois le divorce entamé, je serais obligé de lui dire où étaient les enfants et de permettre le contact avec eux. Elle a dit qu'elle doutait que je divorce car cela me coûterait trop cher. Ils ont ensuite examiné nos finances et l'avocat a dit qu'elle devrait avoir droit à au moins la moitié de tout plus une pension alimentaire, et qu'il pourrait utiliser cela pour me forcer à une réconciliation. Cindy est retournée au travail en se sentant beaucoup mieux. Après le déjeuner, elle a emménagé dans son nouvel appartement et a commencé à l'aménager à son goût. Quand elle s'est couchée, elle attendait avec impatience la soirée d'ouverture de la galerie le lendemain. Bill. La personne que j'ai contactée pour de nouveaux documents pour moi et les enfants m'a dit d'envoyer des photos de mon visage et qu'il s'occuperait de tout. J'ai envoyé les photos et demandé combien cela coûterait pour que je puisse avoir l'argent prêt. Il a dit que 5 douzaines de dollars seraient suffisants et a fixé une heure et un lieu de rendez-vous dans quelques jours. J'ai trouvé un autre camping isolé pour quelques jours et nous y sommes installés. Au lieu de cuisiner dans le camping-car, j'ai emmené les enfants dans la ville la plus proche où nous avons trouvé un restaurant à volonté et avons tellement mangé que les enfants ont été malades sur le chemin du retour au camp. Je me suis couché en me réjouissant de jeudi et de la surprise qui attendait Cindy et son amant. Jeudi. Bill. Bill poursuivait son voyage vers le Canada, ne restant qu'une ou 2 nuits dans les campings. Il fit un bref arrêt dans la petite ville de Sweetwater pour visiter une entreprise d'ingénierie qui fabriquait la plupart des pompes à carburant pour l'industrie de la construction. Il leur présenta son développement d'un nouveau système de carburant. Après une courte démonstration de la façon dont le nouveau système améliorerait la productivité et la fiabilité de leurs clients, et le point clé qu'il pourrait être installé sur l'équipement existant, le conseil d'administration approuva à l'unanimité son développement. Ils lui offrirent 2 millions pour le brevet, mais Bill voulait 1 million plus 10 cents sur chaque dollar pour les 10 prochaines années. Cela fut accepté et les contrats furent signés. Bill demanda également que l'argent soit transféré sur le compte de son père afin que Cindy ne puisse pas le réclamer dans le cadre du règlement. Bill continua son voyage vers le Canada, s'arrêtant en Oregon pour rencontrer son contact et récupérer les faux documents. Cindy. Cindy se réveilla dans son nouvel appartement en attendant l'ouverture de la galerie ce soir-là.
Elle s'habilla d'un tailleur, mais avec de la lingerie sexy, espérant poursuivre sa romance avec Paul. Elle passa toute la journée dans la galerie, montrant les expositions aux gens et parlant des peintures et des sculptures. À 7 heures du soir, des invités plus importants commencèrent à arriver, y compris le maire et au moins un membre du Congrès. Paul arriva peu après et l'emmena rapidement dans le bureau arrière et verrouilla la porte. Ils eurent des rapports sexuels. Il ouvrit la porte et retourna à la réception, la laissant gérer les conséquences. Elle retourna à la réception et continua à jouer l'hôtesse, mais remarqua que plusieurs personnes la regardaient étrangement et se demanda si elle savait ce qui venait de se passer. La réception battait son plein lorsque 2 hommes en costume de travail, accompagnés de 2 adjoints du shérif, entrèrent dans la galerie. L'un d'eux s'approcha de Paul et demanda « Excusez-moi, monsieur, vous êtes monsieur Paul Galtier ?»« Oui, que voulez-vous ?»« M. Gaudier, vous êtes assigné à comparaître. » Et il lui remit une grande enveloppe et partit. Un autre homme s'approcha de Cindy. « Êtes-vous madame Cindy Grant ?»« Oui. Vous êtes assigné à comparaître. » Et il lui remit une grande enveloppe. Toute la salle devint silencieuse lorsque Paul ouvrit son enveloppe et découvrit qu'il était notifié de l'intention de déposer une plainte pour aliénation d'affection. Il froissa les documents et partit. Cindy ouvrit son enveloppe et y trouva des papiers de divorce. Elle se mit à pleurer et s'assit sur la chaise la plus proche. Alors qu'elle pleurait, un adjoint du shérif s'approcha d'elle et demanda « Êtes-vous madame Cindy Grant ?»« Oui. » Et juste au moment où elle pensait que ça ne pouvait pas être pire, il dit « Madame Grant, vous êtes en état d'arrestation pour prostitution. » Puis il lui lut ses droits, la menotta et l'emmena. Les personnes présentes étaient stupéfaites. La réception tourna au chaos et tout le monde partit. Vendredi Paul, après avoir quitté la réception la veille au soir, Paul appela son avocat pour l'informer qu'une assignation avait été signifiée. Son avocat lui dit que l'affaire n'irait probablement pas jusqu'au procès car les poursuites pour aliénation d'affection réussissent rarement. Cependant, si M. Curl dépose une plainte contre l'entreprise pour violation des normes morales spécifiées dans le contrat de sa femme, ce sera une autre histoire, puisque Paul a enfreint le code moral interdisant les relations interpersonnelles au bureau. Si une telle liaison a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, et que cela peut être prouvé, cela pourrait coûter beaucoup d'argent à l'entreprise. Paul y réfléchit et décida de convoquer une réunion du conseil d'administration en ligne pour discuter du problème. Lorsque tous les membres du conseil se réunirent tard dans la soirée, Paul fut surpris d'apprendre que l'entreprise avait déjà été informée qu'une plainte avait été déposée. Le service juridique de l'entreprise examina les preuves et, comme Paul lui-même avait admis avoir eu des relations sexuelles avec Cindy sur la propriété de l'entreprise, le mieux qu'il pouvait espérer était un règlement à l'amiable. Cindy, assise dans sa cellule en pleurant, essaya d'appeler Paul, mais sans succès. Elle appela ensuite ses parents, qui ne répondirent pas, puis Norma, qui finit par décrocher. « Et Norma, s'il te plaît ne raccroche pas, tu es mon dernier espoir, peux-tu venir au tribunal et me faire sortir ? Pourquoi as-tu été arrêté ? » J'ai été arrêté pour prostitution, je ne comprends pas pourquoi. D'accord, je sais que ce n'est pas vrai, alors je vais t'aider. Je serai là dans quelques heures. Norma appela Bill pour savoir ce qui se passait et s'il était au courant de l'arrestation de Cindy. Salut Norma, que puis-je faire pour toi ? Cindy vient de m'appeler et m'a dit qu'elle a été arrêtée, tu sais quelque chose à ce sujet ? Oui, si tu regardes la vidéo, tu verras Cindy admettre qu'elle a reçu 200 000 $ pour une nuit avec Paul Galtier, c'est de la prostitution, donc elle a été arrêtée. Elle n'aura probablement qu'une amende et une mise à l'épreuve, mais cela lui donnera un casier judiciaire et ruinera sa réputation. Tu la détestes tellement que tu es prêt à faire ça. Après ce qu'elle m'a fait, tu peux être sûr que je suis prêt. D'accord, je comprends ton point de vue, mais rappelle-moi de ne jamais devenir ton ennemi. On en reparlera plus tard. Bill. Après avoir parlé avec Norma, j'ai appelé mon avocat pour voir comment les choses avançaient. Quand Gary m'a parlé du rendez-vous de Cindy et de son arrestation, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quand j'ai finalement réussi à me calmer, je me suis renseigné sur le procès que Gary avait intenté à l'entreprise de Galtier et il m'a dit qu'il serait probablement prêt à régler l'affaire à l'amiable. Gary a dit qu'il poursuivait l'entreprise de Paul pour 10 millions de $, mais qu'ils accepteraient probablement un montant plus réaliste de 3 ou 4 millions.
Gary a dit qu'il me rappellerait dans quelques jours avec les résultats et a terminé l'appel. J'ai ensuite ouvert un compte de jeu en ligne et appelé mon père, lui demandant de faire de même. Quand mon père m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué que nous pourrions jouer au poker en ligne dans une partie privée à 2 joueurs et qu'il pourrait perdre contre moi, ce qui me donnerait des revenus en dehors des lois fiscales et rendrait plus difficile le suivi de mon argent. J'ai également dit à mon père qu'une grosse somme serait bientôt transférée sur son compte et je lui ai demandé de s'assurer que les impôts appropriés soient payés dessus et que la même chose s'appliquerait à d'autres montants qui seraient transférés. Le père a accepté puisque les lois n'étaient pas enfreintes, seulement légèrement contournées. Cindy. Quand Norma a fait sortir Cindy de détention, elle l'a emmenée dans sa nouvelle maison et s'est arrêtée pour prendre un café. Cindy, à quoi pensais-tu quand tu as fait ça à Bill, l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées? Merde, je sais, au début j'ai commencé à coucher avec Paul parce que je pensais que c'était nécessaire pour garder mon emploi. Je ne l'aime pas ou quoi que ce soit, mais je dois admettre que c'est un amant formidable et j'aimais ça. Puis il m'a demandé de passer la nuit avec lui dans sa maison. Il voulait que je couche avec lui pendant que Bill était dans la pièce d'à côté. Il a amené Max pour s'assurer que son mari n'interfère pas. Cette fois, il a fait une erreur et Bill a botté le cul de Max. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Je pensais qu'il me forcerait à rentrer à la maison après ça, mais il ne l'a pas fait. Il m'a dit d'aller gagner l'argent pour lequel j'étais payé et il est parti. Je n'aurais jamais pensé qu'il prendrait des mesures extrêmes et emmènerait les enfants. Tu sais où il est? Pas la moindre idée et Frank ne le sait pas non plus. Que vas-tu faire maintenant? Je vais contester le divorce et essayer de le forcer à ramener les enfants. Il a vidé notre compte, ne laissant que l'argent que Paul m'a donné et a fermé nos cartes de crédit. J'ai toujours un emploi mais je ne sais pas pour combien de temps. J'ai même couché avec Paul le jour de l'ouverture pour garder mon emploi, mais il ne m'a pas rappelé depuis. J'aime vraiment Bill, mais je ne sais pas comment arranger les choses. Je ne pense pas que tu puisses, et si tu continues à coucher avec Paul, tu n'y arriveras jamais. Sors la tête du sable et commence à penser à ce que Bill ressent après ce que tu as essayé de lui faire, et à ce que tu ressentirais si la situation était inversée. Si je connais bien Bill, tu ne le reverras probablement jamais, ni les enfants. Tu t'es mise dans cette situation, alors tu dois l'assumer. Fais ce qu'il faut, signe les papiers du divorce et laisse Bill vivre sa vie, puis tu pourras passer à autre chose. Je ne veux pas passer à autre chose, je veux récupérer Bill et que tout redevienne comme avant. J'ai fait ça uniquement pour qu'on ait assez d'argent pour faire tout ce qu'on voulait, comme finir de rénover la maison. Je pensais que ce ne serait qu'une nuit, que Bill passerait outre et qu'on pourrait continuer comme si rien ne s'était passé. Sur quelle planète vis-tu? Si j'avais fait une chose pareille, Frank nous aurait tous tués et se serait probablement suicidé ensuite. Tu as de la chance que Bill soit si posé et se contente de divorcer. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une famille occupée à gérer, c'est presque l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Norma est rentrée chez elle ce soir-là. Elle a raconté à Frank sa conversation avec Cindy et, après que Frank ait fini de rire, il lui a dit que si elle avait fait une chose pareille, elle serait déjà morte. Bill a conduit tout le samedi et le dimanche pour s'éloigner le plus possible de Cindy. Lundi, il s'est arrêté dans un supermarché et a acheté 3 nouvelles cartes SIM pour son téléphone et ceux de ses enfants. Ils ont passé l'heure suivante à entrer les numéros qu'ils voulaient garder et ont jeté les anciennes cartes. Maintenant, seules les personnes qu'ils avaient informées des nouveaux numéros pouvaient les appeler. Les enfants ont également appelé leur mère pour établir un appel vidéo Twitter comme leur père l'avait demandé. « Salut les enfants, comment allez-vous? Vous me manquez tellement, papa est dans les parages? Salut maman, on va bien? Papa est là, mais il ne veut pas te parler et nous non plus, mais papa nous y oblige. Il a dit que tu es toujours notre mère et que tu nous aimes, mais on ne le ressent pas. Tu nous as abandonnés, tout comme ton père. Bon, on t'a appelé comme papa l'a ordonné, alors au revoir maman. » Lundi. Cindy est allée travailler comme d'habitude, s'attendant à avoir des nouvelles de Paul, mais à la fin de la journée, Paul ne l'avait pas contacté et elle a commencé à s'inquiéter. L'entreprise de Paul a proposé à Gary 2 millions de dollars pour régler l'affaire à l'amiable. Gary a demandé 8 millions, ils ont proposé 4, Gary a demandé 7, ils ont proposé 5, Gary a accepté. Bill était maintenant un homme très riche. Comme prévu, le procès pour aliénation d'affection contre Paul n'a pas abouti, mais il a atteint son objectif d'embarrasser Paul lors de la réception.
Plusieurs semaines se sont écoulées sans grand événement. Cindy continuait d'essayer d'arrêter le divorce et de récupérer les enfants, mais ni les autorités ni son détective privé ne trouvaient la moindre piste. Principalement parce qu'ils cherchaient le camion de Bill, qui était caché des regards indiscrets dans l'atelier de Frank. Bill a finalement réussi à se rendre en Oregon pour rencontrer son contact et récupérer de faux documents prouvant que lui et les enfants étaient des citoyens canadiens. Après quelques jours de conduite persistante, Bill est arrivé chez sa tante. C'était une grande maison de 4 chambres, principalement construite en rondins, avec plusieurs hectares de terrain, ce qui leur offrait une certaine intimité. Tante Mary était ravie de nous voir. Les enfants ne l'avaient pas vue depuis presque 10 ans. Il y eut des embrassades, puis elle nous conduisit dans la salle à manger. « Asseyez-vous, je vais nous préparer le déjeuner, et vous pourrez tout me raconter, » dit Bill. Après le déjeuner, qui était excellent après la nourriture de la route, nous nous sommes tous assis pour parler. Chacun de nous a raconté sa propre histoire. Après que nous ayons raconté notre version, ma tante avait l'air dégoûtée et a demandé ce que nous allions faire ensuite. J'ai expliqué que nous devions inscrire les enfants dans une école locale pour terminer leur éducation. J'ai également parlé de mon intention de démarrer une nouvelle entreprise et de trouver une maison à proximité. La tante a dit qu'elle pouvait aider à inscrire les enfants dans les écoles locales puisqu'elle était bénévole au conseil de l'éducation et a demandé qu'on lui laisse s'en occuper. Elle nous a ensuite montré nos chambres et nous a laissé déballer nos affaires. Fidèle à sa parole, tante Mary a inscrit Mike et Lindy à l'école locale, qui n'était qu'à 1 mile de distance. Les enfants se sont rapidement adaptés à la nouvelle routine et étudiaient bien. J'ai inscrit les enfants sous leur vrai nom pour éviter les problèmes à leur sortie. En quelques semaines, j'ai examiné les entreprises d'ingénierie locale pour voir s'il y avait une niche que je pourrais combler sans perturber l'équilibre local. Je voulais compléter l'environnement d'ingénierie locale plutôt que de le concurrencer. Ayant découvert qu'il n'y avait pas d'atelier de réparation automobile spécialisé ou d'atelier de personnalisation dans un rayon de 30 miles, j'ai acheté un grand entrepôt à la périphérie de la ville et j'ai commencé à l'équiper. J'ai placé des annonces dans tous les journaux locaux et à l'agence pour l'emploi. J'ai clairement indiqué que j'étais prêt à embaucher d'anciens détenus s'ils suivaient les règles. J'ai été submergé de candidatures dès la première semaine, alors j'ai commencé le processus d'entretien. Au début, j'ai embauché 30 personnes et j'en ai gardé 20 autres en réserve. Le service de probation local s'est vivement intéressé à ce que je faisais et m'a beaucoup aidé en me recommandant des personnes appropriées. Quand j'ai démarré cette entreprise, j'ai opéré sous mon propre nom pour éviter des problèmes à l'avenir. Je suis resté en contact avec mon ami Frank et mon avocat, qui m'ont informé que Cindy travaillait toujours à la galerie et avait abandonné ses recherches pour me retrouver, et que les autorités ne s'intéressaient plus à ma localisation. Cindy a été condamnée pour prostitution, mais comme c'était sa première infraction, elle a reçu une amende de 2 000 $ et 3 mois de travaux d'intérêt général. Elle aurait tout de même un casier judiciaire et ses chances d'obtenir la garde des enfants étaient extrêmement minces. Cela faisait presque 1 an que j'avais quitté la ville de Justin et Noël approchait. J'ai décidé que le risque était faible et que je pouvais emmener les enfants voir leurs parents pour les fêtes. J'ai fait des plans avec mon père sans le dire à ma mère, car elle n'aurait pas pu garder le secret. Toute la famille sera là et mes amis Frank et Norma seront également invités pour le thé de Noël. Mike et Lindy avaient presque 18 ans et allaient commencer leur première année à l'université d'Halifax l'automne suivant. Mike étudiait l'ingénierie et l'informatique, et Lindy étudiait le droit et le commerce. Je les ai obligés à maintenir le contact avec leur mère et il semblait qu'une sorte de trêve avait été atteinte. Les conversations devenaient plus longues et plus amicales, se terminant par des « je t'aime » des deux côtés. J'ai pensé qu'il était temps de rencontrer ma mère et de briser les barrières entre eux. Pour ce faire, j'avais besoin de savoir si Cindy rendrait visite à ses parents pour les fêtes, alors j'ai contacté Norma pour me renseigner. Norma était heureuse que nous venions et que les enfants voient leur mère. Elle a dit que Cindy demandait toujours des nouvelles de nous et semblait sincèrement regretter son comportement. Grâce à la vente de mes 2 derniers brevets, je suis devenu un homme très riche. Ma nouvelle entreprise continuait de croître et j'avais maintenant plus de 70 employés, dont la plupart étaient d'anciens détenus. Mon revenu annuel avant impôt dépassait les 2 millions et continuait d'augmenter. Pour remercier ma tante de tout ce qu'elle avait fait pour nous, j'ai remboursé son hypothèque et je l'ai invitée à venir avec nous rendre visite à sa sœur. Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'avais du mal à respirer.
J'ai pensé que nous aurions peut-être besoin de plus de temps dans notre ancienne ville et qu'il nous faudrait donc un endroit permanent où séjourner. Dans cette optique, j'ai demandé à mon père s'il était prêt à me construire une nouvelle maison sur le site de l'ancienne. Il a bien sûr accepté et je lui ai envoyé les plans de ma nouvelle maison, qu'il a promis de terminer pour l'été prochain. Avec l'approche des fêtes, j'ai prévu un vol en jet privé jusqu'à l'aéroport le plus proche et une limousine jusqu'à la porte de mes parents. La limousine serait à ma disposition pendant toutes les vacances. Le chauffeur était célibataire et n'avait pas de famille, donc ça ne le dérangeait pas de travailler pendant les fêtes. Je lui ai réservé une chambre au Holiday Inn et il travaillerait à partir de là. La veille de Noël, nous avons embarqué dans un avion à 9 h du matin et sommes arrivés chez nos parents à 14 h. Maman est devenue folle quand elle nous a vus et a presque étranglé les enfants et sa tante, qu'elle n'avait pas vus depuis presque 12 ans. Ayant appris que le chauffeur serait seul le jour de Noël, elle a insisté pour qu'il vienne déjeuner et reste pour le thé. J'ai cru voir une larme dans son œil, mais il s'est vite détourné. Je suis sûr que si maman avait eu de la place, elle aurait insisté pour qu'il reste avec nous. Le réveillon de Noël et le lendemain de Noël ont été les meilleurs dont je me souvienne. Nous avons tous trop bu et nous nous sommes endormis après le dîner, même le chauffeur. Norma m'a dit que Cindy rendrait visite à ses parents pour les fêtes, alors j'ai fait en sorte qu'un chauffeur vienne chercher Mike, Lindy et moi après le petit déjeuner le lendemain de Noël. Nous avons roulé jusqu'à la maison des parents de Cindy et sommes arrivés juste à temps pour le déjeuner. Quelqu'un a vu une limousine s'arrêter devant la maison et Trevor a ouvert la porte et est sorti avant que la limousine ne s'arrête. Mon chauffeur, voyant la propriété luxueuse et jugeant correctement Trevor comme un snob égoïste, a mis son chapeau de chauffeur, est sorti de la limousine, a ouvert la porte et s'est tenu au garde à vous pendant que je sortais. Le visage de Trevor était ce qui se rapprochait le plus d'un tableau incroyable. Quand Mike et Lindy sont sortis, il a souri et les a serrés dans ses bras, m'a regardé et m'a tendu la main, que j'ai serrée avec enthousiasme. « Bill, c'est si bon de te voir, toi et les enfants. Voulez-vous rester pour le déjeuner? Je crois comprendre que Cindy est ici. L'offre tient-elle toujours? Sinon, je laisserai les enfants ici et je viendrai les chercher plus tard. Donne-moi une minute, je vais vérifier. » Pendant qu'il rentrait à l'intérieur, je me suis approché de mon chauffeur. « Merci pour ça, vous avez bien compris. » Le chauffeur a simplement souri. J'en ai rencontré des centaines comme eux. À ce moment-là, Trevor est réapparu. « Bill, vous êtes plus que bienvenu. Je vous en prie, entrez. » J'ai sorti 2 billets de $100 de mon portefeuille et les ai remis au chauffeur. Nous sommes passés par l'hôtel, nous y sommes reposés, avons mangé et nous sommes détendus. Je vous appellerai quand il sera temps de rentrer. J'ai regardé la limousine sortir de l'allée et s'éloigner, me demandant dans quoi je m'étais embarqué. Nous sommes entrés dans la maison, avons enlevé nos manteaux et sommes allés dans le salon. Linda s'est précipitée vers les enfants et a essayé de les écraser dans ses bras, j'ai cru entendre leurs côtes craquer. Puis elle s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. « Merci d'avoir amené vos petits-enfants, ils nous ont tellement manqué. » J'ai jeté un coup d'œil à Cindy qui étreignait les enfants, qui lui rendait ses câlins avec moins d'enthousiasme. Quand elle les a relâchés, elle m'a regardé et a dit « Merci Bill, c'est le plus beau cadeau qui soit, je sais ce que tu penses, mais ils m'ont vraiment manqué. » Elle s'est approchée de moi, m'a embrassé sur la joue et s'est rassise. La conversation était un peu tendue au début, mais s'est progressivement réchauffée jusqu'à ce que nous nous sentions tous à l'aise les uns avec les autres. Cindy a parlé aux enfants de son travail et de l'endroit où elle vivait, et a exprimé l'espoir qu'ils viendraient lui rendre visite en été, mais aucune promesse n'a été faite. Après le déjeuner, qui consistait en reste du dîner de Noël et des scones frais, le tout arrosé de brandy et de café, Cindy m'a demandé de lui parler en privé et j'ai accepté. Nous avons pris nos tasses de café et sommes allés dans la bibliothèque, nous sommes assis face à face, et nous nous sommes simplement regardés avant de parler. J'ai été surpris de ne plus ressentir de ressentiment, de haine ou quoi que ce soit envers Cindy. J'ai regardé attentivement Cindy et j'ai demandé « Et maintenant, que se passe-t-il? » « Bill, j'ai voulu te parler pendant si longtemps de ce qui s'est passé, et maintenant je ne sais pas quoi dire à part que je suis tellement désolé et que j'aurais aimé que cela ne se soit jamais produit. Je n'ai pas d'excuses, j'étais une garce égoïste qui t'a fait plus de mal que je ne le réalisais à l'époque. Je ne demande pas le pardon, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que nous ne serons plus jamais ensemble, mais s'il te plaît, pourrions-nous au moins être amis? Cindy,
Je ne suis pas venu ici pour tes excuses, mais je les accepte, et quant au pardon, tu l'as. Je ne suis pas sûr pour l'amitié, on verra comment ça se passe, mais les enfants t'ont pardonné, donc tu as une chance de renouer avec eux. Je n'ai jamais mal parlé de toi devant eux, ils ont tiré leurs propres conclusions, et tu devras vivre avec ça, mais ne rate pas cette chance. Je t'aiderai du mieux que je peux, mais ça prendra du temps. Je n'ai toujours pas pardonné à Gaudier et j'obtiendrai ma vengeance tôt ou tard. Je t'aimais plus que ma propre vie et j'étais prêt à mourir pour toi, et tu as tout jeté pour Gaudier et son argent. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Non, Bill, je n'aurais pas dû, et je le regrette chaque jour, chaque matin quand je me réveille. Je pleure chaque soir avant de m'endormir et je bois pour oublier. Après notre séparation, il n'y a eu personne d'autre, et je pense qu'il n'y en aura jamais, tu es une référence difficile à égaler. Quant à Paul Gaudier, tu ne le sais évidemment pas, mais il est mort. Il a été tué il y a environ 3 mois. Il a répété le même stratagème avec un autre couple dans sa cabane, mais cette fois, le mari s'est avéré être un ancien béret vert. Il a tué Max et sa femme, puis a mis le feu à la maison. Donc il n'y a plus de vengeance à avoir ici. Qu'est-il arrivé à ton mari? Il a disparu dans la forêt et n'a pas été revu depuis. La police a dit qu'avec sa formation, il ne le retrouverait probablement jamais. Mike est entré dans la pièce et a demandé si lui et Lindy pouvaient rester chez grand-mère pendant quelques jours. J'ai accepté pour 2 jours, puis j'ai dit que j'enverrais une voiture pour les chercher. Cindy a dit qu'elle serait heureuse de les conduire elle-même si cela me convenait. Je n'ai pas vu la Lexus de Cindy dehors, juste une vieille Ford, alors j'ai demandé où était sa voiture. Oh, j'ai vendu la Lexus. J'avais besoin d'argent, cette vieille Ford est tout ce que je peux me permettre, mais Frank l'entretient, donc elle est fiable. D'accord Cindy, si ça te convient, maman et papa seront probablement contents de te voir aussi, alors on se voit dans quelques jours. J'ai appelé le chauffeur pour qu'il vienne me chercher et j'ai dit au revoir. Trevor et Linda m'ont dit de ne pas être un étranger et de venir plus souvent. Je suis sorti pour attendre ma voiture et c'est alors que Cindy est venue vers moi. Bill, y a-t-il quelqu'un de spécial dans ta vie? Eh bien, si c'est ce qui t'intéresse, alors non, il n'y a eu personne depuis toi, je n'en ai tout simplement pas ressenti le besoin. Voilà ma voiture, au revoir Cindy. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Frank et fait l'achat pour la livraison le lendemain. En rentrant à la maison, j'ai expliqué à ma mère que Cindy amènerait les enfants dans quelques jours et lui ai demandé d'être gentille pour le bien des enfants. Ma sœur a fait un geste grossier, mais a promis d'être sage et de ne pas tuer Cindy tout de suite. Le lendemain, on frappa à la porte de la maison des parents de Cindy. Linda ouvrit la porte et vit Frank. « Et Frank, tu es venu voir Bill chez ta mère? » »« Non, je ne viens pas voir Bill, j'aimerais voir Cindy si possible. » Cindy est venue à la porte et a demandé ce que Frank voulait. « Et Cindy, j'ai une livraison pour toi de la part de Bill. » Il lui fit signe d'aller dehors et là, dans l'allée, se trouvait une Lexus de 2 ans avec un ruban attaché sur le toit. Norma venait de finir d'attacher le ruban et tendit l'enveloppe à Cindy. À l'intérieur se trouvait une carte de Noël qui disait « Pour le bon vieux temps, signé Bill ». Cindy serra Norma dans ses bras et pleura, puis chuchota « Est-ce que ça veut dire qu'il tient encore à moi? Je n'en parierai pas, mais on dirait bien que oui. » Lorsque Cindy ramena les enfants chez les parents de Bill, elle fut accueillie chaleureusement et invitée à rester pour le thé. Il y avait une certaine tension dans la communication avec Karen, mais elle garda sa bouche fermée comme promis. Quand Bill, Mike et Lindy sortirent pour dire au revoir à Cindy, elle serra Bill dans ses bras, l'embrassa et le remercia pour la voiture, puis s'en alla. Mike et Lindy échangèrent des regards malicieux, mais Bill dit « Pas besoin de tirer des conclusions de cela, nous travaillons juste à être amis pour votre bien. » Une semaine plus tard, nous étions de retour au Canada, Mike et Lindy étaient de retour à l'école et tout était revenu à la normale. Mike pensait qu'il devrait voir plus souvent ses parents et ceux de Cindy, mais louer un jet privé tout le temps serait un gaspillage d'argent. S'il avait son propre avion, ce serait utile pour ses affaires et sa vie personnelle, alors il commença à explorer la possibilité d'acheter un avion. Il choisit finalement un Cessna 425 et passa la commande. Il décida qu'avoir un pilote permanent serait inutile car il ne serait pas souvent nécessaire et il n'aimait pas l'idée d'embaucher quelqu'un d'autre qu'il ne connaissait pas. Donc l'alternative était d'apprendre à piloter lui-même. En 8 mois, il avait obtenu une licence d'aéronef multimoteur tout temps,
ce qui signifiait qu'il pouvait voler de nuit car l'obscurité était considérée comme une condition météorologique. L'été suivant, le père de Bill appela pour dire que la maison était prête. Bill arriva sur un vol commercial car il n'avait pas encore terminé sa formation de pilote. Il séjourna chez ses parents et demanda à sa mère de l'aider à choisir des meubles pour sa nouvelle maison. Elle dit qu'elle serait heureuse d'aider, mais que ce serait mieux si une jeune femme comme Cindy aidait. Il réalisa que sa mère préparait quelque chose, mais il accepta sa proposition et appela Cindy, qui accepta avec enthousiasme. Bill loua une voiture et alla chercher Cindy à son appartement et ils allèrent faire du shopping pour meubler entièrement la maison. La maison avait 5 chambres, un salon, une cuisine, une salle à manger et une grande salle familiale, un sous-sol que Bill avait l'intention d'utiliser comme bureau et antre masculine, avec un appartement d'invité de 2 chambres au-dessus du garage. Elle comprenait également une piscine et un atelier séparés. Cindy était dans son élément, courant d'un magasin à l'autre, s'assurant que tout était esthétiquement plaisant et harmonieux. Elle demanda à voir la maison et quand Bill la lui montra, elle fut ravie. Il lui montra l'appartement d'invité et lui demanda ce qu'elle en pensait. « Elle est magnifique Bill, mais nous n'avons pas acheté de meubles pour elle. Nous devrons aller faire du shopping à nouveau plus tard dans la semaine. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'appartement ? Eh bien, Cindy, le fait est que je vais partager mon temps entre cette maison et mon entreprise au Canada. Je ne veux pas que la maison soit vide quand je suis absent, alors je me demandais si tu voudrais vivre dans cet appartement gratuitement et t'occuper de la maison pendant mon absence. Tu pourrais utiliser tout le terrain et la piscine et cela te permettrait d'économiser sur le loyer. Je t'offrirai même une allocation supplémentaire pour le carburant pour la distance supplémentaire jusqu'au travail. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est une excellente idée, Bill, merci beaucoup. Mais pourquoi es-tu si gentil avec moi après ce que je t'ai fait ? D'abord une voiture, maintenant une maison. Je ne mérite pas ça. Cindy, je t'ai déjà dit que je te pardonne et nous avons des enfants. Ce serait bien si tu étais à proximité quand ils viendront. Et honnêtement, je t'aime toujours, même si j'ai essayé de ne pas le faire. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je ne cherche pas une réconciliation. Bien que je t'ai pardonné, je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Penses-tu que nous pourrions être amis, même si c'est juste pour les enfants ? Bill, je t'aime aussi et je ferai n'importe quoi pour être avec toi, même si c'est juste en tant qu'ami. Alors tu acceptes l'appartement ? Oui, j'accepte l'appartement, ne serait-ce que pour être proche de toi. Dans ce cas, nous devons aller faire du shopping pour le meubler. Choisis ce que tu veux, c'est ton appartement, meuble-le à ton goût. Comme il n'y avait même pas de cafetière dans la maison, nous sommes allés dans un dîner local pour manger. Après un délicieux steak, nous buvions du café et j'ai remarqué que Cindy pleurait silencieusement. Cindy, que s'est-il passé ? Je pensais que tu étais heureuse de m'aider à aménager ma maison. Qu'ai-je fait de mal ? Idiot, je suis juste un peu triste en pensant que tout cela aurait pu être à nous au lieu d'être à toi, si je n'avais pas été si stupide et égoïste. Je pleure aussi parce que je suis si heureuse d'être avec toi et de profiter d'un simple dîner dehors. Je ne suis pas allée au restaurant depuis la dernière fois où tu m'as emmené et j'aime tellement ça que je ne veux pas que ça se termine. J'ai regardé Cindy et j'ai doucement serré sa main. On le refera bientôt, je te le promets, et peut-être qu'on ira danser pour vraiment couronner la soirée, si ça te convient. J'aimerais beaucoup ça, dis-moi juste quand. Au cours des semaines suivantes, nous sommes sortis ensemble plusieurs fois et nous sommes même allés danser à quelques reprises. Je me sentais à nouveau heureux avec Cindy et c'était presque comme avant, mais quand elle essayait de pousser les choses plus loin, je reculais. Je n'arrivais tout simplement pas à me débarrasser de l'image de sa trahison. Finalement, c'est devenu si douloureux que j'ai décidé de retourner au Canada. Cindy, ces dernières semaines ont été parmi les plus heureuses depuis notre divorce et je me sens confus à propos de notre relation. Chaque fois que je me rapproche de toi, je te vois me tromper avec ce salaud et ça me ramène tout en mémoire. J'ai besoin de temps pour démêler mes sentiments pour toi et décider quoi faire, si je dois faire quelque chose. Alors je retourne au Canada, je dois de toute façon m'y montrer de temps en temps. Je comprends ce que tu dis, mais laisse-moi te dire que je ne suis plus cette femme égoïste. J'ai vraiment appris ma leçon. Je ne te pousserai pas à donner plus que tu ne le veux, j'espère juste que tu me donneras une chance de te montrer à quel point je t'aime. S'il te plaît, fais-moi savoir quand tu arrives là-bas et reste en contact. Le lendemain matin, je suis retourné au Canada et j'ai repris le travail. Le premier jour de travail,
J'ai regardé ma boîte aux lettres et l'ai trouvée vide. J'ai demandé à mon assistante ce qu'il y avait à faire et elle m'a dit que tout avait déjà été fait. Elle faisait tourner l'entreprise comme une horloge en mon absence et je n'avais rien à faire. Je me suis entièrement consacré à apprendre à piloter. Noël approchait et nous avons décidé de le passer dans notre nouvelle maison. Nous serons 4, moi, Mike, Lindy et Ant. Je nous piloterai jusqu'à l'aéroport le plus proche où une voiture de location nous attendrait pour le reste du trajet. Comme avant, le même chauffeur nous a accueillis à la sortie de l'avion avec la même limousine. Quand nous sommes arrivés à la nouvelle maison, Cindy est sortie en courant pour nous accueillir et a embrassé tout le monde. Mike et Lindy ont souri malicieusement quand Cindy m'a serré dans ses bras et ne m'a pas lâché pendant longtemps. Le lendemain, nous sommes allés chez nos parents pour le dîner de Noël. Le jour de Noël, les parents de Cindy sont venus après le petit déjeuner pour rester déjeuner et c'était comme si les dernières années n'avaient jamais existé. Dans quelques jours, je devais rencontrer un avocat concernant des actifs commerciaux que je prévoyais d'acheter. Il s'est avéré que ce processus prendrait plusieurs semaines et je devais rester en ville jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. Mike et Lindy devaient retourner à l'université, alors ils ont pris un vol commercial avec tante Mary. Nous nous sommes tous dit au revoir et sommes retournés chez nos parents. Après un copieux dîner, Cindy et moi sommes rentrés à la maison. Nous nous sommes assis et avons regardé la neige tomber et s'installer dans le jardin, en buvant du vin. Nous sommes restés assis en silence, profitant simplement de la compagnie l'un de l'autre. Quand il a fait sombre et que le jardin n'était plus visible, nous sommes montés pour dormir. Nous n'avons pas parlé, nous sommes simplement entrés dans la chambre principale, nous nous sommes déshabillés et nous sommes couchés. J'ai regardé Cindy et j'ai remarqué qu'elle avait des larmes qui coulaient sur son visage. « Oh chérie, je suis tellement désolé. Pouvons-nous simplement nous faire un câlin et aller dormir ? Pardonne-moi aussi, dormons et parlons-en demain matin. » Je me suis réveillé et j'ai remarqué que Cindy n'était pas dans le lit. La porte était ouverte et je sentais un délicieux petit déjeuner. Je suis descendu pour trouver Cindy vêtue seulement d'un t-shirt, en train de faire cuire du bacon et des œufs. Après le petit déjeuner, Cindy est partie travailler et je suis allé à une réunion pour discuter d'une affaire que je voulais conclure. J'ai passé le reste de la journée avec Frank, lui racontant la nuit dernière. Il a suggéré que nous contactions un psychologue et que nous discutions de tout. Il a également dit à quel point lui et Norma seraient heureux si Cindy et moi nous remettions ensemble. Ce soir-là, Cindy et moi nous sommes assis et avons parlé de la nuit précédente, et nous avons décidé que Frank avait probablement raison et que nous devions prendre rendez-vous pour une thérapie. Elle m'a demandé comment s'était passée ma réunion et j'ai dit que je ne pouvais rien dire pour le moment. Quand nous sommes allés nous coucher, nous nous sommes embrassés un peu puis nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. J'étais toujours confus. J'étais toujours en colère contre Cindy, mais j'avais l'impression que nous commencions à nous rapprocher à nouveau et cela m'apportait un sentiment de paix. Au cours des semaines suivantes, mes réunions ont continué et les nuits sont devenues de plus en plus agréables, me laissant des sentiments chaleureux. Nous allions en thérapie 2 fois par semaine et cela m'a aidé, non seulement moi mais aussi Cindy, à comprendre la profondeur de la douleur qui m'avait été causée. Lors d'une des séances, après avoir parlé seul avec Cindy, le psychologue m'a invité à revenir et j'ai vu Cindy assise en train de pleurer. Elle m'a regardé et s'est jetée dans mes bras. « Bill, je suis tellement désolé. J'ai été si stupide et égoïste. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point je t'ai blessé. Si tu veux mettre fin à tout ça, je promets de ne plus jamais te contacter et je déménagerai dans un autre état pour que tu ne me revoies jamais. Je ne sais pas comment tu as pu me toucher, et encore moins me faire l'amour après ce que j'ai fait. Cindy, je sais que tu es vraiment désolée et je t'ai pardonné. Je comprends que je suis en train de retomber amoureux de toi, mais j'ai besoin de temps pour accepter ce que tu as fait. Si tu peux être patiente, je suis sûr que nous pourrons surmonter cela et retrouver au moins une partie de ce que nous avions. J'attendrai éternellement s'il le faut. Je veux juste que tout redevienne comme avant que je ne gâche tout. » Le psychologue a dit que nous faisions d'excellents progrès et qu'il avait hâte de nous revoir à notre prochaine séance. Le lendemain, Cindy est rentrée à la maison l'air inquiète. Il s'est avéré que sa galerie avait été rachetée et que la nouvelle direction allait l'agrandir en annexant le bâtiment voisin. La galerie existante sera fermée pendant plusieurs mois pour rénovation, mais tout le personnel sera payé pendant les travaux, donc Cindy était à la maison pour une durée indéterminée. Je l'ai invitée à venir avec moi au Canada pour voir mon usine et séjourner dans ma deuxième maison. Elle avait hâte de partir,
Alors nous avons informé tout le monde de nos projets et nous nous sommes préparés à partir le samedi suivant. Ses parents nous ont conduits à l'aéroport et ont été impressionnés par mon avion. Nous avons dit au revoir et sommes montés à bord de l'avion. Cindy s'est assise à côté de moi et m'a demandé ce que signifiaient tous ces appareils. Elle était comme une enfant prenant l'avion pour la première fois. Nous avons survolé le lac où se trouvait la maison de Gaudier, mais nous ne pouvions pas la voir d'une telle hauteur. Environ 20 minutes plus tard, le voyant de température du moteur gauche s'est allumé et a émis un bip. J'ai coupé le moteur gauche, signalé une urgence et commencé à chercher l'aérodrome le plus proche. Je n'étais pas trop inquiet puisque l'avion pouvait voler avec un seul moteur. Je cherchais un aérodrome approprié sur la carte quand le moteur droit a toussé et s'est arrêté. J'ai redémarré le moteur gauche bien que l'avertissement de surchauffe soit toujours allumé. Je commençais vraiment à m'inquiéter et cherchais un endroit pour atterrir. J'ai dit à Cindy de reculer, mais elle a refusé. De la fumée a commencé à sortir du moteur gauche quand j'ai aperçu une longue étendue de broussailles dans la forêt sans arbres. J'ai décidé de faire atterrir l'avion sur le ventre car le train d'atterrissage aurait pu se coincer et nous faire basculer. J'ai transmis le dernier message d'urgence indiquant notre position aussi précisément que possible. J'ai essayé d'atterrir au début des broussailles, espérant nous arrêter avant de heurter les arbres. Nous avons atterri avec un léger angle pour empêcher le nez de s'enfoncer dans le sol et de faire retourner l'avion. Il y a eu un bruit terrible alors que nous glissions sur le sol. Les arbres approchaient à une vitesse terrifiante et je savais que nous n'allions pas nous arrêter à temps. Nous avons dérapé entre les premiers arbres, arrachant les ailes et provoquant l'inflammation du carburant. La dernière chose dont je me souviens est un arbre juste devant nous, puis l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, mais quand j'ai ouvert les yeux, la première chose à laquelle j'ai pensé était Cindy. J'ai regardé à ma droite, mais elle n'était pas là, juste un siège vide. Ma tête me faisait terriblement mal, ainsi que ma jambe, et j'ai de nouveau perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'air libre et j'ai vu un homme débraillé penché sur moi. Essayez de ne pas bouger. Vous avez une jambe cassée et une mauvaise contusion à la tête, vous avez de la chance d'être en vie. J'ai réussi à croasser un mot, Cindy. Elle est en meilleur état que vous. Elle a une épaule démise et quelques contusions, mais va bien par ailleurs. J'ai encore perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai vu Cindy penchée sur moi, tamponnant ma tête avec un chiffon. « Oh Bill, je suis si contente que tu te sois réveillé, j'étais tellement inquiète pour toi. Mais Peter a dit que tu iras mieux. Il a attellé ta jambe, alors n'essaie pas de bouger. Comment te sens-tu? Tu as l'air terrible. Je me sens terrible. Combien de temps suis-je resté inconscient? 2 jours. As-tu vu un signe d'une équipe de recherche? Non. Et Peter ne me laisse pas allumer le feu de signalisation. Pourquoi? Il ne parle pas. Puis une voix est venue de derrière. Parce que je suis en fuite, j'ai tué 3 personnes et je me cache depuis. J'ai réfléchi à ces paroles et j'ai compris. C'était le même béret vert qui avait tué sa femme, Max et Paul Gauthier. Vous avez tué votre femme, Gaudier et son garde du corps Max, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Ce salaud a essayé de nous faire le même coup il y a quelques années et j'ai envoyé Max à l'hôpital. Ça a détruit notre mariage, mais nous travaillons à le réparer. J'ai volé au Canada pour passer du temps ensemble et travailler sur notre relation. Pourquoi ne l'avez-vous pas simplement tué comme je l'ai fait? Ça m'aurait épargné beaucoup d'ennuis. D'une certaine manière, je regrette de ne pas l'avoir fait, mais je ne suis pas un tueur. Je peux me battre, mais je n'ai jamais tué personne. Je suis désolé que votre vie ait été ruinée et j'en suis en partie responsable, mais je pense que je peux vous aider. Comment allez-vous faire ça? Mon signalement est partout. Laissez-moi réfléchir, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose. Après quelques semaines, j'étais capable de marcher avec une canne et je n'avais plus de maux de tête constants, alors nous avons commencé à nous diriger vers la civilisation. Pendant tout le temps que nous étions dans la forêt, nous n'avons vu aucun signe de l'équipe de recherche. Peter a dit que nous étions à environ 500 mètres de la route et qu'il nous laisserait ici pour que nous trouvions notre propre chemin. Je lui ai demandé de marquer les arbres pour que nous puissions retrouver l'endroit. Je lui ai dit de venir dans 1 semaine puis tous les dimanches après le coucher du soleil et que je l'aiderais à quitter le pays. Il a accepté ma proposition et a dit qu'il ferait comme je le demandais, puis il a dit au revoir et est parti. Après environ 1 heure, nous avons réussi à arrêter la voiture et à expliquer qui nous étions.
Le conducteur s'est avéré être un shérif en congé et nous a conduits directement à l'hôpital. Bien sûr, les médias étaient partout et nous sommes devenus des célébrités pendant quelques jours. Nos parents sont venus nous rendre visite et nous avons eu un appel vidéo Twitter avec les enfants. Une semaine plus tard, nous avons reçu notre congé et sommes rentrés chez nous. Quand le shérif a demandé comment nous avions survécu, nous avons expliqué qu'un vieil homme barbu nous avait aidés, disant qu'il avait vécu dans la forêt toute sa vie. Cette explication a satisfait le shérif et il est parti. Le dimanche suivant, j'ai conduit jusqu'au lieu de rendez-vous et me suis garé le long de la route. Quelques minutes plus tard, Peter est monté dans la voiture et nous sommes rentrés à la maison. À notre arrivée, la première chose qu'il voulait était une douche. Cindy lui a préparé son premier vrai repas depuis sa fuite. Nous avons installé Peter dans un appartement au-dessus du garage et si quelqu'un demandait, il était notre gardien et jardinier. Nous avons maintenu ce mensonge pendant quelques mois. Entre-temps, la galerie était prête et son inauguration était prévue pour le samedi suivant. Cindy était un peu nerveuse car ce serait la première fois qu'elle rencontrerait son nouveau patron. Le samedi matin, j'ai dit à Cindy que je ne pourrais pas assister à l'ouverture car j'avais une réunion urgente concernant une propriété que j'envisageais d'acheter. Elle était déçue bien sûr, mais elle n'en a pas fait un drame, contrairement à l'ancienne Cindy qui se serait mise en colère. Ce soir-là, Cindy attendait devant la galerie avec une centaine de personnes, y compris nos parents, des membres des médias et plusieurs VIP. Lorsque la Bentley s'est arrêtée devant la galerie, le portier a ouvert la porte pour laisser sortir le nouveau propriétaire. Je suis sorti de la Bentley pour voir le choc sur le visage de Cindy et les sourires de nos familles. Nos familles étaient au courant de mon plan. Je me suis approché de Cindy et lui ai remis un certificat de propriété à son nom. La nouvelle propriétaire de la galerie est Cindy. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour pour la première fois et cela signifiait que nous étions sur la bonne voie. La semaine suivante, j'ai reçu un nouvel avion Cessna car j'ai été dégagé de toute responsabilité pour l'accident. Après enquête, il s'est avéré que le carburant était contaminé, mais heureusement, mon avion était le seul à avoir été ravitaillé à partir de ce réservoir. Je n'ai pas perdu contact avec mes anciens amis, donc obtenir un faux passeport et des documents canadiens n'était pas un problème. Une fois qu'ils ont été livrés, j'ai élaboré un plan pour retourner au Canada. Cindy était trop occupée à meubler la nouvelle galerie avec des peintures et des sculptures pour venir avec nous, alors Peter et moi sommes partis ensemble. Quand nous sommes arrivés à ma maison canadienne, j'ai demandé à Peter ce qu'il prévoyait de faire ensuite dans la vie. Il a dit qu'il ne savait pas, mais qu'il avait un diplôme en gestion d'entreprise qu'il ne pouvait plus utiliser sous son ancien nom. Je lui ai suggéré de retourner à l'école et d'étudier au Canada, et je lui offrirai un emploi. 8 ans se sont écoulés. Je suis retourné définitivement dans ma maison aux États-Unis. Peter a obtenu un diplôme en gestion d'entreprise et a épousé une charmante divorcée avec 2 enfants qu'il adore. Je lui ai donné ma vieille maison et maintenant il dirige l'entreprise que j'ai construite. Cindy et moi avons 3 petits-enfants que nous adorons. Nous vivons maintenant dans la même maison en tant que mari et femme, bien que nous ne soyons pas mariés et que nous n'ayons pas l'intention de le faire. Après toutes ces années, la vie s'est enfin améliorée.